Madame la juge, avant de finaliser quoi que ce soit, j'ai besoin de prendre la parole. Mon fils, Théo, s'est levé au fond de la salle d'audience. Il a eu 18 ans il y a tout juste 3 semaines, le jour même où sa mère m'a remis les papiers du divorce avec un sourire aux lèvres. La juge Catherine Vallet a semblé surprise. C'était censé être une audience de routine pour un divorce par consentement mutuel. Signer les papiers, répartir les biens, mettre fin à 22 ans de mariage. Rien de compliqué. Jeune homme, c'est une procédure privée. Qui êtes-vous? Je suis Théo Lefebvre. Le défendeur est mon père. La demanderesse est ma mère. Sa voix était assurée, calme, bien loin de l'adolescent nerveux que j'avais élevé. Et j'ai des preuves que ce tribunal doit entendre avant que tout document ne soit signé. Ma femme, Valérie, était assise à la table de la partie demanderesse avec son avocate, une femme sophistiquée nommée Maître Dominique Privat, qui facturait 550 € de l'heure et valait chaque centime si vous vouliez détruire quelqu'un devant un juge aux affaires familiales. Le visage de Valérie a blêmi. Théo, assieds-toi, a-t-elle sifflé. Ça ne te regarde pas. En fait, maman, si. Ça me regarde plus que quiconque. Il s'est avancé, dépassant les bancs du public, passant devant la table de sa mère, jusqu'à se tenir devant le bureau de la juge. Dans sa main, il tenait un petit appareil, un enregistreur numérique, le genre qu'on achète dans n'importe quel magasin d'électronique. Madame la juge, au cours des 3 dernières années, j'ai enregistré les conversations dans ma maison. Des conversations que ma mère a eues quand elle pensait que personne n'écoutait. Des conversations qui révèlent des fraudes, un adultère et une conspiration pour priver mon père de tout ce pour quoi il a travaillé. La salle est devenue silencieuse. La juge Vallet s'est penchée en avant. Jeune homme, c'est une accusation grave. Comprenez-vous les implications de ce que vous dites? Oui, madame. J'ai eu 3 ans pour les comprendre. Théo, arrête ça tout de suite. Valérie s'était levée, son sang-froid s'effritait. Quoi que tu penses avoir entendu. Je ne pense pas avoir entendu quoi que ce soit, maman. Je l'ai enregistré. Des heures de preuve, des dates, des heures, des noms, des montants, tout. Il a brandi l'enregistreur. Tu veux dire la vérité à papa, ou est-ce que je dois le diffuser devant tout le monde? Valérie m'a regardé, a regardé la juge, son avocate, puis l'huissier près de la porte. Puis elle a couru. Elle a vraiment essayé de s'enfuir, a attrapé son sac à main et a foncé vers la sortie latérale comme une criminelle fuyant une scène de crime. L'huissier l'a rattrapée en 3 pas, lui a saisi le bras et l'a ramenée. Madame, vous devez retourner à votre siège. Lâchez-moi. C'est ridicule. Mon fils ment. Madame, asseyez-vous. Il l'a guidée vers sa table. Elle tremblait maintenant, toute son assurance polie avait disparu. Le masque était tombé, laissant place à quelque chose de désespéré et de laid. La juge Vallet a regardé Théo avec un nouvel intérêt. Je pense que vous feriez mieux de me dire ce qu'il y a sur cet enregistrement, monsieur Lefebvre. Théo a appuyé sur lecture et tout mon mariage s'est effiloché devant moi. Laissez-moi revenir au début. Je m'appelle Marc Lefebvre. J'ai 52 ans. J'ai vécu à Lyon la majeure partie de ma vie d'adulte, travaillant comme ingénieur civil dans une entreprise de construction qui fabrique des équipements industriels. Rien de prestigieux, mais un travail stable avec de bons avantages. Le genre de boulot qui permet d'acheter une maison, d'élever une famille, de prévoir la retraite. J'ai rencontré Valérie Travers en 1999 au mariage d'un ami. Elle avait 23 ans, elle était magnifique, travaillant comme secrétaire juridique dans un cabinet d'avocats en centre-ville. J'avais 26 ans, je venais d'être promu, j'avais l'impression de réussir ma vie. Nous sommes sortis ensemble pendant 18 mois, nous nous sommes fiancés et mariés à l'été 2001. Les premières années, tout allait bien, du moins je le pensais. Valérie voulait un bel appartement dans le 6e arrondissement, alors nous l'avons acheté. Elle voulait s'arrêter de travailler à la naissance de Théo en 2005, alors nous nous sommes débrouillés avec mon seul salaire. Elle voulait une école privée pour notre fils, alors j'ai fait des heures supplémentaires pour payer les frais de scolarité. Je lui ai donné tout ce qu'elle demandait, tout ce que je pouvais offrir, et apparemment ce n'était jamais assez. La première fois que j'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas, c'était en 2018. Théo avait 13 ans. Je suis rentré tôt du travail un jour et j'ai trouvé Valérie au téléphone dans la chambre, parlant à voix basse, s'arrêtant dès qu'elle m'a vu. C'était qui?
Juste ma sœur. Mais sa sœur vivait à Bordeaux et nous avions l'affichage du numéro. Le numéro sur le téléphone n'était pas celui de sa sœur. J'ai laissé couler. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Je me suis dit qu'après 17 ans de mariage, je devais faire confiance à ma femme. J'étais un imbécile. Les signes étaient là. En y repensant, les nouveaux vêtements que je ne me souvenais pas lui avoir vu acheter. Les soirées entre copines qui semblaient de plus en plus fréquentes. La façon dont elle inclinait son téléphone pour que je ne voie pas ses SMS, comme si elle avait quelque chose à cacher. Mais je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas croire que la femme avec qui j'avais construit ma vie me mentait. Alors, j'ai enterré mes soupçons et j'ai continué à travailler, à subvenir aux besoins, à être le mari fiable et stable qu'elle trouvait apparemment si ennuyeux. Puis vint le 18e anniversaire de Théo, le 15 mars 2023. Nous avons fait une petite fête à la maison. La famille, quelques amis, un gâteau et des cadeaux. Théo partait à l'université à l'automne, il avait été accepté à l'INSA Lyon pour faire ingénieur, comme son vieux père. Ça aurait dû être une célébration. Au lieu de cela, ce fut une embuscade. Après le départ des invités, après que Théo soit monté dans sa chambre, Valérie m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Marc, je veux divorcer. Comme ça. Sans préambule, sans avertissement, sans tentative d'arranger les choses. Quoi? Pourquoi? Je ne suis pas heureuse. Je ne le suis plus depuis des années. Et maintenant que Théo a 18 ans, je n'ai plus besoin de faire semblant. Faire semblant? Valérie, de quoi tu parles? Elle a souri. Pas un sourire triste, pas un sourire conflictuel, mais un sourire triomphant. Je planifie cela depuis longtemps, Marc. J'attendais que Théo soit majeur pour que la garde ne soit pas un problème. Maintenant, je peux enfin avoir la vie que je mérite. La vie que tu mérites? Je t'ai tout donné. Tu m'as donné une vie ennuyeuse dans une ville ennuyeuse avec un mari ennuyeux qui travaille tout le temps. Ce n'est pas une vie. C'est une condamnation à perpétuité. Elle a fait glisser des papiers sur la table. Signe ça. Mon avocate dit que si on fait ça à l'amiable, ce sera plus rapide. J'ai regardé les papiers, puis la femme que j'avais aimée pendant 22 ans, cette étrangère assise en face de moi. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Réfléchis autant que tu veux, mais j'en ai fini, Marc. J'en ai enfin fini. Elle s'est levée et est partie, me laissant assis à table avec les papiers du divorce et le cœur brisé. C'est là que Théo est descendu. Papa, ça va? Ta mère veut divorcer. Il s'est assis en face de moi. Son visage n'exprimait pas la surprise. Il était résigné, comme s'il s'y attendait. Je sais, papa. Je le sais depuis un moment. Comment ça? Il a regardé vers l'escalier, s'assurant que sa mère n'écoutait pas. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu ne fasses rien avant que le moment soit venu. Théo, de quoi tu parles? J'enregistre maman, papa. Depuis 3 ans. Je sais tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle cache. Il a sorti son téléphone, m'a montré un dossier, des centaines de fichiers audio datés et étiquetés. Quand tu iras au tribunal, je vais la détruire. Mais nous devons faire ça correctement. Nous devons lui laisser croire qu'elle gagne jusqu'à la toute fin. J'ai fixé mon fils, ce garçon de 18 ans qui, apparemment, montait un dossier contre sa propre mère depuis 3 ans. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Parce qu'elle te ment, papa. Elle ment, elle vole et elle te trompe, et quelqu'un devait te protéger. Cette nuit-là, Théo m'a tout raconté. Et ce que j'ai appris m'a rendu malade. L'affaire a commencé en 2016. Il s'appelait Marc-Antoine Roche. Un associé du cabinet d'avocats où Valérie travaillait autrefois avant notre mariage. Ils s'étaient retrouvés lors d'un gala de charité, avaient échangé leurs numéros, avaient commencé à se voir pour déjeuner, puis pour bien plus que des déjeuners. Théo l'a découvert par accident quand il avait 12 ans. Un jour, il est rentré tôt de l'école parce qu'il était malade et il a entendu des voix provenant de la chambre parentale, la voix de sa mère et celle d'un homme qui n'était pas son père. Il ne l'a pas confronté, il ne me l'a pas dit. Au lieu de cela, et a commencé à faire attention. J'étais juste un gosse, m'a-t-il dit cette nuit-là. Je ne savais pas quoi faire. J'ai pensé que c'était peut-être une fois, qu'elle s'arrêterait.
Mais elle n'a pas arrêté. Ça a continué. À l'âge de 15 ans, Théo a commencé à enregistrer. Il utilisait son téléphone au début, le laissant caché dans les pièces communes quand Valérie pensait être seule. Puis il a acheté un véritable enregistreur numérique, assez petit pour être caché n'importe où. Il a capturé des appels téléphoniques, des conversations avec Marc-Antoine, des discussions avec des amis où elle se vantait de sa double vie, des conversations avec son avocate sur le divorce qu'elle préparait. 3 ans de preuves, des centaines d'heures d'enregistrement. Elle se parle à elle-même parfois, a dit Théo, quand elle pense qu'il n'y a personne. Elle répète ce qu'elle va te dire, comment elle va tourner les choses. J'ai tout enregistré. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Parce que tu l'aurais confrontée, elle aurait tout nié, et ça aurait été ta parole contre la sienne, et son avocate t'aurait mis en pièces. Il a secoué la tête. Je devais attendre d'avoir 18 ans, de pouvoir témoigner en tant qu'adulte, de l'avoir au tribunal là où elle ne pourrait pas s'échapper. Mon fils, mon petit garçon, portait ce fardeau depuis 3 ans, me protégeant, rassemblant des preuves, attendant le bon moment. Il y a plus, papa. Ce n'est pas seulement l'infidélité. Quoi d'autre? Elle te vole depuis des années. Elle a des comptes dont tu n'as pas connaissance. De l'argent qu'elle a siphonné des comptes joints, de ton épargne retraite, de partout. Elle s'est constituée un nid de poule pour pouvoir partir avec tout et recommencer à zéro avec Marc-Antoine. Combien? Plus de 320 000 € que je peux documenter. Probablement plus. 320 000 €. De l'argent pour lequel j'avais travaillé des décennies. L'argent pour la retraite, pour les urgences, pour les études de notre fils. Disparu. Volé par la femme qui dormait à mes côtés chaque nuit. Et il y a encore une chose. La voix de Théo a baissé d'un ton. Le pire. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? Maman et Marc-Antoine préparent quelque chose. Je les ai enregistrés en train d'en parler il y a 6 mois. Ils veulent s'assurer que tu n'obtiennes rien lors du divorce. Il travaille avec son avocate pour cacher des actifs, pour faire de fausses déclarations, pour te faire passer pour le méchant afin que le juge lui donne tout. Quel genre de fausses déclarations? Théo m'a regardé avec une sorte de peur. Elle va t'accuser de violence, papa. Elle a de faux dossiers médicaux, de faux témoins, toute une histoire inventée. Elle va dire au tribunal que tu l'as frappé, contrôlé, que tu as fait de sa vie un enfer. Ce ne sont que des mensonges, mais elle prépare ça depuis des mois. La pièce a tourné autour de moi. Ma femme prévoyait de m'accuser de violence conjugale pour détruire ma réputation, ma carrière, ma vie, tout ça pour partir avec le butin et refaire sa vie avec son amant. Et elle avait demandé le divorce le jour de l'anniversaire de notre fils, pensant avoir choisi le timing parfait. Elle ne savait pas que son propre fils se préparait pour ce moment depuis 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. Théo a souri. C'était un sourire froid, plus vieux que ses 18 ans. On la laisse croire qu'elle gagne. On suit la procédure de divorce. On la laisse faire ses mouvements. On la laisse s'engager dans ses mensonges. Et puis, à l'audience finale, quand il sera trop tard pour elle de faire machine arrière, on diffuse les enregistrements. C'est ça ton plan? C'est ça la justice, papa. Le genre de justice qu'elle n'a pas vu venir. Les 4 mois suivants furent une torture. J'ai dû faire semblant de ne pas savoir. J'ai dû m'asseoir en face de Valérie lors des séances de médiation et écouter ses mensonges sans broncher. J'ai dû regarder son avocate faire des demandes outrageantes alors que mon propre avocat, un type compétent mais dépassé nommé maître Gérard Vincent, luttait pour suivre le rythme. Valérie voulait l'appartement. Elle voulait 70% de nos biens. Elle voulait une prestation compensatoire substantielle, une rente pour le reste de sa vie. Et en arrière-plan, ces allégations de violence planaient comme une arme chargée. Elle ne les avait pas encore déployées, les gardant probablement au cas où je résisterais trop. Une option nucléaire pour s'assurer de tout obtenir. Je voulais hurler, je voulais lui jeter les enregistrements au visage et la regarder se décomposer. Mais Théo avait raison. Nous devions attendre. Nous devions la laisser confirmer ses mensonges par écrit, dans des dépositions et des documents juridiques. De cette façon, quand la vérité éclaterait, elle ne pourrait pas prétendre avoir été mal comprise ou que ses propos avaient été sortis de leur contexte. Elle serait prouvée menteuse, voleuse et fraudeuse devant le tribunal, officiellement. Durant ces mois, j'en ai appris plus sur ma femme qu'en 22 ans de mariage.
L'affaire avec Marc-Antoine n'était pas la première. Il y en avait eu d'autres, remontant à 2008. Théo l'avait enregistré en train de s'en vanter auprès d'une amie, riant de mon ignorance. « Marc pense vraiment que j'étais à ce séminaire à Paris », avait-elle dit dans un enregistrement. Pendant ce temps, j'étais dans une chambre d'hôtel avec le coach de la salle de sport. Mon Dieu, il est si facile à duper. 16 ans. Elle me trompait depuis 16 ans, et la manipulation financière était encore plus étendue que ce que Théo avait découvert au début. Elle avait ouvert des cartes de crédit à mon nom à mon insu. Elle avait contracté un deuxième prêt sur notre bien immobilier, imitant ma signature sur les documents. Elle transférait de l'argent à Marc-Antoine Roche depuis des années, l'aidant à rembourser ses dettes alors que je travaillais 60 heures par semaine pour nous maintenir à flot. Le total, quand nous avons enfin tout additionné, approchait les 450 000 euros. Près d'un demi-million volé à notre famille, volé à moi. Théo l'avait enregistré en train de discuter de tout cela, de le planifier, de le célébrer. Une fois le divorce prononcé, Marc n'aura plus rien, avait-elle dit à Marc-Antoine dans une conversation. Il aura de la chance s'il peut se payer un studio, et nous serons sur une plage quelque part, vivant la vie qu'il n'a jamais pu m'offrir. La vie qu'il n'a jamais pu lui offrir. Je lui avais tout donné, chaque heure supplémentaire, chaque sacrifice, chaque compromis et chaque reddition, et elle m'avait remboursé par la trahison. L'audience finale était fixée au 12 juillet 2023, 4 mois après sa demande, 4 mois de mensonges, de manipulations et de tromperies soigneusement construites. Valérie est entrée dans cette salle d'audience avec une confiance absolue. Elle avait gagné, pour autant qu'elle le sache. Son avocate avait surpassé le mien à chaque étape. L'accord de règlement l'avantageait lourdement. Il ne manquait plus que la signature de la juge. Elle ne savait pas que Théo avait pris un jour de congé de son job d'été. Elle ne savait pas qu'il était assis dans le public avec un enregistreur dans sa poche. Elle ne savait pas que tout ce pourquoi elle avait travaillé était sur le point de s'effondrer. L'audience a commencé normalement. Maître Privat a présenté l'accord. Maître Vincent a offert quelques objections de pure forme qui ont été rapidement rejetées. La juge Vallée semblait prête à tout approuver et à passer à l'affaire suivante. C'est alors que Théo s'est levé. « Madame la juge, avant de finaliser quoi que ce soit, j'ai besoin de parler. » Et le monde entier a basculé. Le premier enregistrement datait de mars 2022. Valérie au téléphone avec Marc-Antoine discutant de leur plan. Marc ne soupçonne rien. Il est trop occupé à travailler pour faire attention à moi. À la même époque l'année prochaine, je serai libre de lui. Nous devons juste être patients. La voix de Marc-Antoine, grésillante à travers le haut-parleur du téléphone, et l'argent ? J'ai transféré 20 000 de plus ce mois-ci. Il ne vérifie jamais les comptes. Cet homme travaille comme un chien et n'a aucune idée d'où va son argent. Et le gosse, Théo ? Il ne voit rien non plus, tout comme son père. Une fois que je serai parti, Marc s'en occupera. J'ai fait mon temps en tant que mère. L'enregistrement s'est arrêté. Le visage de la juge Vallée était de marbre. Est-ce bien votre voix, Madame Lefebvre ? Valérie agrippait la table devant elle, les phalanges blanches. C'était sorti de son contexte. Je me confiais à une amie. C'était Marc-Antoine Roche, son amant. La voix de Théo a coupé ses excuses. Ils ont une liaison depuis 2016. J'ai des enregistrements remontant à 3 ans qui documentent tout. C'est irrecevable. Maître Privat était debout. C'est une écoute illégale. En France, Madame la juge, Théo était calme, préparé. J'étais présent lors de ces conversations. J'avais le droit légal de les enregistrer pour ma propre protection et celle de mon père face à une fraude. La juge Vallée a levé la main. Maître, je connais les lois sur la preuve. Dans le cadre d'une procédure de divorce et face à des allégations pénales, ces éléments peuvent être versés au débat si la vérité l'exige. Elle a regardé Théo. Qu'avez-vous d'autre ? J'ai des enregistrements de ma mère admettant une fraude financière, ouvrant des crédits au nom de mon père, imitant sa signature sur des documents bancaires, déplaçant de l'argent vers des comptes cachés. Il a appuyé sur lecture pour l'enregistrement suivant. La voix de Valérie, le deuxième prêt a été la partie la plus facile. Marc ne regarde jamais la paperasse. Je lui ai juste dit que c'était une renégociation pour un meilleur taux, et il a signé là où j'ai montré. Il ne sait même pas que nous avons 180 000 euros de dette de plus qu'il ne le pense.
Un autre enregistrement, Marc-Antoine avait besoin d'aide pour ses impôts, alors j'ai pris 30 000 € sur l'assurance vie de Marc. Il ne s'en rendra pas compte avant de prendre sa retraite, et d'ici là, je serai loin. Un autre, les cartes de crédit sont à son nom, mais c'est moi qui fais les achats. Quand le divorce sera prononcé, ses dettes seront sa responsabilité. Il paiera mon shopping pendant des années. Chaque enregistrement était pire que le précédent. Le portrait d'une femme qui avait systématiquement démantelé la sécurité financière de son mari pendant qu'il travaillait pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais le pire était encore à venir. Madame la juge, a dit Théo, il y a un dernier enregistrement que vous devez entendre. Il date de janvier de cette année. Ma mère discutant de sa stratégie pour le divorce. Il a appuyé sur lecture. La voix de Valérie, si Marc se défend un tant soit peu, j'utiliserai la carte des violences. J'ai déjà préparé le terrain. De faux certificats médicaux montrant des bleus, des témoignages d'amis qui affirmeront l'avoir vu être contrôlant. Dominique dit que c'est imparable. Marc-Antoine, est-ce que le tribunal y croira? Les tribunaux croient toujours la femme, surtout avec des documents. Le temps qu'on en finisse, Marc passera pour un monstre. Il aura de la chance s'il obtient un droit de visite pour son propre fils, sans parler des biens. Marc-Antoine, et si Théo dit quelque chose pour le défendre? Théo fera ce que je lui dis. Il a toujours été plus proche de moi de toute façon. Et s'il ne coopère pas, je dirai au tribunal qu'il a été manipulé par son père. Aliénation parentale. J'ai aussi prévu cet angle-là. L'enregistrement s'est terminé. La salle d'audience était absolument silencieuse. Le visage de la juge Vallée était passé de neutre à furieux. Madame Lefebvre, vous planifiez de faire de fausses accusations de violence conjugale contre votre mari. Valérie pleurait maintenant. De vraies larmes. Des larmes laides. Les larmes de quelqu'un qui s'est fait prendre. J'avais peur. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Vous prévoyez de fabriquer des dossiers médicaux. De pousser des témoins au parjure. De commettre une fraude envers ce tribunal. C'était juste des paroles. Je ne l'aurais jamais fait. J'ai les faux certificats médicaux. Théo a brandi un dossier. Je les ai trouvés dans son bureau il y a 2 mois. J'ai tout photocopié. Des déclarations de 3 de ses amis. Toutes décrivant des incidents de violence qui n'ont jamais eu lieu. Un rapport falsifié d'un médecin qui a été payé pour créer une fausse documentation. Il a remis le dossier à l'huissier qui l'a passé à la juge. La juge Vallée a examiné les documents. Son expression s'assombrissait à chaque page. Madame Lefebvre. Ces documents décrivent des blessures ayant nécessité un traitement hospitalier. Un traitement qui devrait être documenté dans les registres officiels de l'hôpital Édouard Herriot. Je peux expliquer. Pouvez-vous expliquer pourquoi ces dossiers hospitaliers ont un formatage différent des registres réels de cette institution? Pouvez-vous expliquer pourquoi le médecin listé n'apparaît dans aucune base de données médicale à laquelle j'ai accès? Pouvez-vous expliquer pourquoi vous prévoyez de présenter des preuves frauduleuses dans ma salle d'audience? Valérie n'avait pas de réponse. Elle a regardé son avocate. Maître Privat rangeait déjà ses dossiers, s'éloignant de sa cliente. Madame la juge, je n'avais aucune connaissance de documents frauduleux. Ma cliente m'avait assuré. Nous discuterons de votre implication plus tard, maître. La juge Vallée s'est tournée vers l'huissier. Veuillez vous assurer que Madame Lefebvre ne quitte pas cette salle. Je suspends l'audience pour contacter le procureur de la République. Ce que j'ai entendu aujourd'hui suggère de multiples infractions pénales, notamment fraude, faux et usage de faux, usurpation d'identité et dénonciation calomnieuse. L'huissier s'est déplacé pour se tenir à côté de Valérie, et c'est laquelle a essayé de s'enfuir. Elle a littéralement bondi, renversant sa chaise, bousculant son avocate, faisant une course désespérée vers la sortie. Elle a fait environ 3 mètres avant que l'huissier ne la rattrape. Madame, restez calme. Lâchez-moi. C'est un coup monté. Mon fils ment. Madame, asseyez-vous. Je ne veux pas aller en prison. Ce n'est pas juste. Il a fallu l'huissier et un agent de sécurité pour la ramener à son siège. Elle sanglotait maintenant, le mascara coulant sur son visage. Toute l'élégance et l'assurance s'étaient envolées. C'était la vraie Valérie. La femme sous le masque, désespérée, égoïste, laide. La juge Vallée a observé la scène avec un mépris non dissimulé. Madame Lefebvre,
votre comportement est consigné au procès-verbal. L'audience est suspendue. À la reprise, nous discuterons de la restructuration complète du règlement du divorce, et vous rencontrerez les forces de l'ordre concernant les éventuelles poursuites pénales. Elle a frappé son marteau. L'audience était terminée, mais les conséquences ne faisaient que commencer. Les 6 mois suivants furent le chaos. Le parquet a ouvert une enquête sur les activités de Valérie. Les preuves étaient accablantes. Pas seulement les enregistrements de Théo, mais les relevés bancaires, les documents falsifiés, les témoignages de témoins qui avaient été recrutés pour mentir. Elle a été inculpée de 17 chefs d'accusation, dont escroquerie, faux en écriture, usurpation d'identité, parjure et subornation de témoins. Ses avocats ont tenté de négocier un accord. Le procureur n'était pas intéressé. Elle allait détruire la vie d'un homme innocent avec de fausses allégations de violence, a déclaré le procureur à la presse, elle ne s'en tirera pas comme ça. Le procès a duré 3 semaines. Théo a témoigné pendant 2 jours entiers, a diffusé enregistrement après enregistrement, a expliqué comment il avait rassemblé les preuves, a décrit ce que c'était de regarder sa mère trahir son père pendant des années tout en prétendant que tout était normal. Je savais que mon père ne me croirait jamais sans preuve, a-t-il dit à la barre. Il l'aimait trop. Il lui faisait entièrement confiance. La seule façon de le sauver était de tout documenter et d'attendre le bon moment. Et vous avez porté ce secret pendant 3 ans? Oui, monsieur le juge. Cela a dû être difficile. Ça l'a été. Mais mon père a passé 22 ans à travailler pour nous donner une belle vie. Le moins que je puisse faire était de passer 3 ans à le protéger. J'ai pleuré quand il a dit ça. Assis dans le public, regardant mon fils témoigner contre sa mère, j'ai pleuré sans honte. Ce garçon que j'avais élevé, ce jeune homme qui avait vu sa famille s'effondrer et qui, au lieu de détourner le regard, avait agi. Il m'avait sauvé. Valérie a été reconnue coupable de 14 des 17 chefs d'accusation. La juge l'a condamnée à 8 ans de prison ferme. Dans la procédure civile qui a suivi, le règlement du divorce a été complètement restructuré. J'ai gardé l'appartement. J'ai récupéré 75% des actifs restants. J'ai obtenu la documentation de tout l'argent qu'elle avait volé, ce qui servira à calculer les paiements de restitution pour les années à venir. Marc-Antoine Roche a été cité comme co-conspirateur dans plusieurs délits financiers. Il a perdu sa place d'associé au cabinet. Sa femme a divorcé quand elle a appris la liaison. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans une petite permanence juridique de banlieue, s'occupant de contraventions et de petits litiges. Les amis qui avaient accepté de fournir de faux témoignages sur les violences ont été poursuivis pour complicité. Sursis pour la plupart, mais leur nom était dans les journaux, leur réputation ruinée. Le médecin qui avait créé les faux dossiers a perdu sa licence et a fait face à ses propres poursuites pénales. Aux dernières nouvelles, il travaillait comme délégué pharmaceutique dans une autre région. Tous ceux qui avaient aidé Valérie à essayer de me détruire ont subi les conséquences. La justice, la vraie justice, celle qu'on voit rarement dans les divorces. Et tout cela est arrivé parce qu'un garçon de 18 ans a refusé de laisser sa mère s'en tirer. Théo a commencé ses études à l'Insa-Lyon cet automne-là. Je l'ai conduit, je l'ai aidé à emménager dans sa chambre d'étudiant, j'ai rencontré son colocataire. Des trucs normaux de père et fils. Le genre de choses que j'attendais avec impatience depuis des années. Mais plus rien ne semblait normal. « Papa, ça va ?» a-t-il demandé alors que nous montions des cartons au 4e étage. « Ça va. Je pense juste à ta mère. » J'ai posé le carton. J'ai regardé mon fils, ce jeune homme qui avait grandi trop vite, qui avait porté des fardeaux qu'aucun adolescent ne devrait porter. Je pense à toi, à ce que tu as fait, aux 3 années que tu as passées à rassembler des preuves tout en prétendant que tout était normal. J'ai fait ce que je devais faire. Tu n'aurais pas dû avoir à faire quoi que ce soit. Tu étais un enfant. Ce n'était pas ton rôle de me protéger. Peut-être pas, mais quelqu'un devait le faire. Il a haussé les épaules. Et j'étais le seul à connaître la vérité. Comment as-tu tenu? Toutes ces années à savoir ce qu'elle faisait, à la voir me mentir en face chaque jour. Théo est resté silencieux un moment. C'était dur. Vraiment dur. Certains jours, je voulais juste tout te dire. Tout faire exploser. Assumer les conséquences. Il a secoué la tête. Mais je savais que ça ne marcherait pas, maman est maligne. Elle s'en serait sortie par la parole.
Elle m'aurait fait passer pour un gamin perturbé qui a des problèmes. La seule façon de la battre était d'avoir des preuves indéniables. 3 ans, c'est long pour garder un secret. Ouais, mais tu en valais la peine, papa. Je l'ai serré dans mes bras, plus longtemps que je n'aurais probablement dû. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter un fils comme toi. Tu étais là chaque jour. Tu étais là. Tu travaillais dur. Tu subvenais à nos besoins. Tu ne te plaignais jamais. Même quand maman te traitait comme de la MRDE, tu continuais à essayer de faire fonctionner les choses. Il s'est reculé et m'a regardé. Tu es un homme bien, papa. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a donné. Je voulais juste m'assurer que tu l'obtiennes. Nous avons fini de l'installer. Nous avons dîné dans un restaurant près du campus. On s'est dit au revoir sur le parking avec la promesse de s'appeler chaque semaine. Je suis rentré seul. L'appartement était vide maintenant. Théo était à l'école. Valérie était en prison. Juste moi et le silence. Mais ce n'était pas un silence triste. C'était paisible, propre. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à me demander quel secret se cachait chez moi. La vérité était éclatante. Les mensonges étaient exposés. Et j'étais enfin libre. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour au tribunal. J'ai 54 ans maintenant, je travaille toujours dans la même entreprise, bien que j'ai réduit à 35 heures par semaine. Il s'avère que je n'ai plus besoin de travailler autant quand je ne finance pas la vie secrète de ma femme. J'ai vendu l'appartement l'année dernière. Trop de souvenirs, trop de fantômes. J'ai acheté un endroit plus petit près des berges du Rhône, moderne et lumineux, qui ne ressemble en rien à la maison que je partageais avec Valérie. J'ai recommencé à sortir. Rien de sérieux encore, mais j'ai dîné avec une femme de ma salle de sport le mois dernier. Une conversation agréable. Pas de signaux d'alarme. On se revoit la semaine prochaine. Un pas après l'autre. Théo s'épanouit à l'INSA. Il a été dans le top de sa promotion ces 2 dernières années. Il a un stage prévu dans un cabinet d'ingénierie à Paris pour l'été. Il va bien. Mieux que bien. On se parle tous les dimanches. Il me parle de ses cours, de ses amis et de la fille qu'il voit. Des trucs de gamin de fac normal. Le genre de conversation que j'avais toujours espéré avoir. Parfois, nous parlons de sa mère. Elle est éligible à une libération conditionnelle l'année prochaine. 3 ans purgés sur sa peine de 8 ans. Bonne conduite, apparemment. Prisonnière modèle. La commission d'application des peines m'a envoyé une lettre me demandant si je voulais faire une déclaration. Je n'ai pas encore décidé. Une partie de moi veut laisser couler. Elle a été punie. Elle a tout perdu. Sa liberté, sa réputation, son fils. Que puis-je demander de plus? Mais une autre partie de moi se souvient de ces enregistrements. La cruauté décontractée dans sa voix. La façon dont elle riait de m'avoir trompé. Les fausses allégations de violence qui auraient détruit ma vie si Théo ne l'avait pas arrêté. Certaines choses ne se pardonnent pas. J'ai demandé à Théo ce qu'il en pensait. Je ne ferai pas de déclaration, a-t-il dit. Elle ne vaut plus mon énergie. Tu t'en fiches qu'elle sorte plus tôt? Elle sera toujours une délinquante, elle n'aura toujours rien. Elle sera toujours la femme qui a essayé de piéger son propre mari et qui s'est fait prendre par son propre fils. Il a marqué une pause. C'est ça sa punition, papa. Pas la prison. Vivre le reste de sa vie en sachant ce qu'elle a fait et comment ça s'est terminé. C'est ce qu'elle doit porter maintenant. Mon fils, sage au-delà de son âge. Peut-être trop sage. Est-ce que tu le regrettes? Lui ai-je demandé. L'avoir enregistré, avoir témoigné contre elle, tout ça. Il y a réfléchi longtemps. Je regrette que ce soit devenu nécessaire. J'aurais aimé avoir une mère contre laquelle je n'avais pas besoin de te protéger. J'aurais aimé que notre famille soit ce qu'elle semblait être de l'extérieur. Mais les enregistrements eux-mêmes? Non, je le referais sans hésiter. Sa voix était ferme. Tu es mon père. Tu as toujours été là pour moi. Et quand j'ai découvert qu'elle prévoyait de te détruire, je ne pouvais pas rester là à regarder. La plupart des enfants seraient restés en dehors de ça. Se seraient dit que ce n'était pas leurs affaires. Peut-être, mais je ne suis pas comme la plupart des enfants. Il a souri légèrement. Je suis ton fils,
et tu m'as élevé pour faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Je n'ai pas su quoi répondre à ça, alors je lui ai juste dit que je l'aimais. C'était suffisant. Il y a encore une chose que je veux partager avant de terminer. Il y a 6 mois, j'ai reçu une lettre de Valérie. La prison permet aux détenus d'envoyer du courrier, et apparemment elle avait décidé de m'écrire. J'ai failli la jeter sans la lire, mais la curiosité a pris le dessus. La lettre faisait 3 pages. Je vous épargnerai la majeure partie. Les justifications, les rationalisations, les explications qui n'en étaient pas vraiment. Mais il y avait un paragraphe vers la fin qui m'a marqué. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne te le demande pas. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je me suis dit pendant des années que c'était toi le problème, que tu n'étais pas assez, que je méritais mieux. Mais assise dans cette cellule avec rien d'autre que du temps pour réfléchir, j'ai réalisé quelque chose. Tu n'as jamais été le problème, Marc. Le problème, c'était moi. Je n'étais jamais satisfaite, jamais heureuse, jamais capable d'apprécier ce que j'avais. Et au lieu de faire face à cette vérité, je t'ai blâmé. J'ai trompé. J'ai volé. J'ai essayé de te détruire. Je ne demande pas le pardon. Je te demande juste de savoir que je comprends maintenant. Trop tard. Bien trop tard. Mais je comprends. J'ai lu ce paragraphe 3 fois. Puis j'ai déchiré la lettre et je l'ai jetée. La compréhension ne répare rien. Les réalisations dans une cellule de prison n'effacent pas 20 ans de mensonges. Des mots sur une page ne compensent pas ce qu'elle a essayé de me faire. Mais il y avait quelque chose de satisfaisant à savoir qu'elle voyait enfin la vérité. Qu'elle ne pouvait plus s'en cacher. Que chaque jour pour le reste de sa vie, elle devrait vivre avec ce qu'elle avait fait. C'est une forme de justice en soi. Je pense à cette salle d'audience parfois. Au moment où Théo s'est levé et a tout changé. Le regard sur le visage de Valérie quand elle a réalisé que son fils l'enregistrait depuis 3 ans. La façon dont elle a essayé de courir, d'échapper, d'éviter les conséquences de ses choix. Elle pensait avoir tout planifié parfaitement, attendu que notre fils ait 18 ans, déposé la demande de divorce pour son anniversaire comme une sorte de célébration macabre. Elle n'a jamais envisagé que son propre enfant puisse être celui qui la ferait tomber. C'est ça, le truc avec les secrets. Il ne reste secret que tant que personne ne fait attention. Théo a fait attention et il m'a sauvé. Si vous regardez ceci et que vous traversez quelque chose de similaire, un divorce, une trahison, un partenaire qui cache des choses, je veux que vous sachiez une chose. La vérité compte. Même quand elle est douloureuse, même quand vous aimeriez revenir en arrière pour ne pas savoir, la vérité vaut toujours mieux que de vivre dans un mensonge. J'ai passé des années à croire que j'avais un mariage heureux, à croire que ma femme m'aimait, à croire que notre famille était solide et réelle. Tout était faux. Chaque instant. Mais savoir cela, malgré la douleur, m'a libéré. Je ne vis plus dans un mensonge. Je ne me demande plus pourquoi les choses semblent bizarres. Je ne remets plus en question mes propres perceptions pendant que quelqu'un me manipule dans mon dos. Je connais la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est un socle solide sur lequel se tenir. Une dernière chose. La semaine dernière, Théo m'a appelé avec une nouvelle. Papa, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Ambre. Elle est étudiante en architecture. Je l'apprécie vraiment. C'est génial, mon fils. Quand est-ce que je la rencontre? Peut-être pendant les vacances de Noël. Si ce n'est pas bizarre. Pourquoi ce serait bizarre? Je ne sais pas. À cause de tout ce qui s'est passé avec maman. À cause de ce qu'est devenu notre famille. J'ai réfléchi à la façon de répondre. Théo, ce qui s'est passé avec ta mère ne concernait pas les familles en général. Cela concernait ses choix à elle, ses tromperies. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas avoir quelque chose de réel avec quelqu'un d'autre. Comment savoir si ça ne finira pas de la même façon? On ne sait pas. C'est ça qui fait peur. Mais tu ne peux pas laisser la peur t'empêcher d'essayer. Le fait que tu t'en inquiètes déjà me dit que tu vas bien te débrouiller. Les gens comme ta mère ne s'inquiètent pas de blesser les autres. Ils le font, c'est tout. Tu n'es pas comme ça. J'espère que tu as raison. Je sais que j'ai raison. C'est moi qui t'ai élevé. Il a ri. Un beau son. Un son qui guérit. Merci, papa.
J'amènerai Ambre à Noël. Je pense qu'elle va te plaire. J'en suis sûr. Nous nous sommes dit au revoir. J'ai raccroché et je me suis assis dans mon appartement calme, pensant à l'avenir. Mon fils était amoureux, construisait sa propre vie, allait s'en sortir malgré tout. Et moi aussi. Pas parce que la douleur avait disparu, elle ne disparaît jamais vraiment, mais parce que la vérité nous avait libérés tous les deux. Et parfois, cela suffit.